en explorant comment des réseaux de lieux culturels ou des réseaux de villes, des réseaux de lieux culturels, que ce soit dans le domaine muséal ou dans le domaine du spectacle vivant et plus précisément des festivals, se structurent et coopèrent ensemble pour œuvrer ensemble à la transition écologique et sociale. Donc, pour y réfléchir, nous avons l'honneur d'accueillir Aurélie Clemente-Ruiz, qui est la directrice du Musée de l'Homme. Guilhem Ducléon, qui est chargé d'accompagnement des adhérents au collectif des festivals de Bretagne, qui s'est déplacé de Rennes aujourd'hui. Merci beaucoup. Olivier Flamand, directeur de l'association de prévention du site de la Villette. Et Olivier Sergent, directeur de la mission culture durable de la ville de Lille, qui s'est déplacé également de Lille aujourd'hui. Merci beaucoup. Cette table ronde est animée par Sarah Hugoninck, qui, comme vous le savez sans doute, est journaliste spécialisée dans le domaine du mécénat, de la gestion et de l'économie des institutions culturelles et enseignante. Vous m'entendez bien ? Chère Sarah, c'est à vous. Annabelle. Bonjour à tous. Donc nous allons... Tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Voilà. Donc bonjour à tous. Merci Annabelle. Nous allons donc parler de transition énergétique et développement durable. Ça saute, j'ai l'impression. Non, est-ce qu'on m'entendait tous bien ? Oui, c'est bon. Et de voir un petit peu comment cette nouvelle exigence nous pousse à transformer nos méthodes de travail, à lancer des plateformes de collaboration et des nouvelles procédures de coopération à la fois à l'échelle d'une institution, comment les méthodes de travail sont plus transversales et permettent de moins travailler en silo d'un service à l'autre, et à la fois comment nous arrivons par cette exigence qui est parmi les premières du ministère de la Culture, de penser à retravailler la totalité de nos pratiques et pas seulement de penser les choses d'un point de vue écologique et environnemental. Comment cela nous oblige à regarder et à réfléchir ensemble par-delà notre institution et peut-être même par-delà notre secteur de prédilection, qu'il soit patrimonial, qu'il soit issu du spectacle vivant ou qu'il soit même uniquement culturel. Donc comme l'a expliqué Annabelle, nous avons autour de la table 4 représentants d'institutions. Je vais d'abord vous donner la parole, Rudy. Vous êtes là. Vous êtes membre d'un collectif. J'entends que ça saute. Membre d'un collectif qui rassemble 32 festivals. Et expliquez-nous un petit peu, présentez-nous votre collectif et la manière dont, quelle était l'origine surtout de cette volonté de travailler ensemble autour de la question du développement durable, d'autant que vous travaillez aussi avec des réseaux nationaux sur cette question-là qui parle plus largement aux acteurs culturels et pas que au domaine des festivals. Exactement. Alors je travaille dans une association qui s'appelle le Collectif des Festivals, qui est basée à Rennes et qui regroupe 33 festivals qui sont engagés sur les questions de transition écologique, ce qu'on appelle nous en fait le développement durable et solidaire, pour à la fois désigner les enjeux écologiques au sens premier du terme, et également les enjeux plutôt sociétaux, tels que l'égalité femmes-hommes, l'accessibilité physique, tarifaire, etc. Et du coup, notre association a été créée à l'initiative de 5 festivals fondateurs en 2005, d'abord sous forme officieuse et ensuite sous forme d'association en 2009. Et ces festivals ont décidé de travailler ensemble, de mutualiser leurs réflexions, leurs moyens sur ces enjeux-là, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient les mêmes problématiques sur leurs événements et que le collectif était la meilleure façon d'y répondre. Depuis, l'association a regroupé de nouveaux adhérents et depuis la première année, depuis 2009, les festivals adhèrent à l'association en signant une charte d'engagement sur les enjeux de transition écologique, de développement durable et solidaire. Donc c'est un petit peu le fondement, la porte d'entrée de l'association, qui permet ensuite de parler et de mutualiser tout ce qui va être en lien avec cette thématique. Ça, c'est la première chose, la mise en réseau. Et ensuite, ça permet également de bénéficier d'un accompagnement qui passe beaucoup par le poste que j'occupe,
où ça va consister en fait tout simplement à pouvoir bénéficier d'une expertise, de conseils sur ces enjeux-là. Et je pourrais détailler un petit peu plus tard la façon dont je travaille sur ces enjeux-là. Mais du coup, il y a à la fois mutualiser la connaissance, les moyens, et également bénéficier d'un accompagnement sur ces questions-là. Merci beaucoup Rudy. Aurélie, vous êtes donc directrice du Musée de l'Homme. À ce titre, vous appartenez au grand réseau du Muséum national d'histoire naturelle et ses différents sites. Donc vous avez une logique inter-institution à l'échelle de ce réseau, mais vous avez aussi lancé en 2020 la Colline des Arts. Enfin, quand je dis vous, c'est vous êtes réunis les institutions qui sont sur cet espace géographique parisien que sont le Théâtre de Chaillot, la CAPA, le Musée Guimet, le Palais de Tokyo et autres. Et vous vous êtes réunis aussi autour de cette question de développement durable et d'échange des pratiques. Il y a deux niveaux en fait intéressants dans la démarche. Le Musée de l'Homme, c'est l'un des sites du Muséum national d'histoire naturelle. On le sait peu, mais c'est intéressant de voir en quoi cette institution s'inscrit dans un écosystème en fait muséum avec différents sites qui sont alors aussi bien les sites présents au Jardin des Plantes à Paris dans le 5e arrondissement, mais aussi le Parc zoologique de Paris ou des sites en région comme un marinarium à Concarneau, donc avec des problématiques extrêmement différentes. Donc déjà, à ce premier niveau, au sein du muséum, il y a alors une personne en charge des questions justement de développement durable et de voir comment globalement à l'échelle de l'établissement on peut essayer de travailler cette question. Mais vous imaginez bien, une personne, ce n'est pas suffisant pour un établissement de cette échelle-là. Et donc ces questions-là finalement ruissellent ensuite sur l'ensemble des équipes et chacun à son niveau. Et c'est aussi de prendre en compte ces questions-là. Alors à différentes échelles et dans ce cadre-là, vous le disiez, je dirige le Musée de l'Homme, mais j'ai aussi une autre fonction au muséum, c'est la coordination du pôle musée, puisqu'en fait au sein du muséum il y a différents musées, donc le Musée de l'Homme, mais il y a également la galerie de paléontologie, la grande galerie de l'évolution, la galerie de minéralogie, et j'ai donc à charge aussi de coordonner ces différentes galeries muséales, notamment dans un but d'essayer d'être plus efficient aussi sur ces questions d'éco-responsabilité. Alors, pas uniquement, mais c'est vraiment un sujet qui sous-tend aujourd'hui l'intégralité de nos réflexions dans ce pôle musée au sein de notre institution. Et puis vous le disiez également, en 2020 a été créée la Colline des Arts. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est les institutions de la Colline de Chaillot, dans le 16e arrondissement, qui ont décidé de se fédérer en réseau. Donc ça comprend 11 institutions, on est assez nombreux puisque c'est à la fois les institutions qui sont dans le palais de Chaillot, donc le musée de la Marine, la Cité de l'Architecture, le Théâtre national de Chaillot et le Musée de l'Homme, et puis des institutions qui, on va dire, redescendent vers la Seine, donc le Palais de Tokyo, le Musée Guimet, le Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Il y a également le Conseil social et économique, le Musée Yves Saint-Laurent, et on va comme ça jusqu'au Théâtre des Champs-Élysées. Donc des institutions aussi très différentes dans leur mission. Et l'idée, c'est à la fois de réfléchir à des actions communes, une programmation, mais il y a aussi cette question toujours sous-jacente de dire comment finalement on peut collectivement être un peu plus efficace avec aujourd'hui cette envie et ce besoin d'être plus éco-responsable dans ce qu'on fait et de s'en parler collectivement et de trouver des solutions collectivement. Et au sein de cette Colline des Arts, finalement, les 4 institutions qui sont dans le Palais de Chaillot, dont le Musée de l'Homme, eh bien, on est passé à une phase 2, j'ai envie de dire, puisque ça y est, on commence à mettre en œuvre ensemble maintenant un certain nombre d'actions concrètes, aussi simplement parce que la proximité géographique de nos 4 institutions fait que c'est plus facile finalement pour nous d'arriver à trouver des pistes en commun pour mutualiser, partager, réfléchir ensemble, alors qu'on partage finalement le même monument historique. Merci beaucoup Aurélie. Effectivement, on est cette proximité géographique qu'on a vue à l'échelle de la Bretagne, à l'échelle d'un quartier. On va la retrouver ici à l'échelle du 19e arrondissement. Puisque vous, Olivier, présentez-nous votre association qui fédère, qui a une mission d'animation écologique sur l'échelle du territoire du 19e arrondissement et du parc de la Villette.
Oui, alors bonjour. Donc je dirige une association qui a été fondée en 1986 par la Cité des sciences et de l'industrie et la Grande Halle de la Villette. Donc c'est une association dont le siège social est implanté en plein cœur du parc de la Villette. La Villette, c'est 55 hectares, 10 millions de visiteurs par an, 4 établissements publics culturels, puisque après ces 2 établissements fondateurs, d'autres établissements ont rejoint notre conseil d'administration, la Philharmonie de Paris et le Conservatoire de Paris. C'est des théâtres, c'est des salles de spectacle, le Zénith, le Cabaret Sauvage, des lieux événementiels, cinéma également. Donc c'est un site vraiment multiculturel sous toutes ses formes, qui va du divertissement, des musiques actuelles aux musiques symphoniques, mais aussi aux espaces muséographiques de façon assez conséquente. Et nous, notre association a été créée d'abord sur des questions sociales, c'est-à-dire que c'est comment favoriser l'inclusion des habitants, des territoires qui environnent le site de la Villette, à la fois dans la vie du site, sur la vie du site, puisque c'est un parc, donc il y a aussi des usages qui sont liés au parc et qui ne sont pas forcément liés aux usages culturels, d'accessibilité aux espaces muséographiques, mais aussi comment le site de la Villette peut avoir une responsabilité sociale à l'égard de son territoire et de son environnement. Donc cette question pour nous de transition écologique ou d'éco-responsabilité, elle est d'abord pensée du point de vue social en fait sur le territoire. Donc nous avons beaucoup d'actions autour de l'éducation, de l'insertion, de l'inclusion. Nous avons créé des entreprises sociales qui aujourd'hui travaillent dans le secteur culturel, qui s'appelle Villette Emploi, qui met à disposition du personnel sur des missions d'accueil, sur des missions de vestiaire dans les établissements culturels sur le site de la Villette, mais aussi au-delà. On travaille avec le 104, avec d'autres établissements en dehors du site de la Villette. Nous avons intégré cette dimension de transition écologique il y a 4 ou 5 ans dans l'ensemble de nos activités. Alors je précise que chaque établissement public, les 4 grands établissements publics culturels ont aussi des démarches qui leur sont propres, mais l'idée c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble de ces démarches à travers l'association en mettant en place un projet d'écologie territoriale, donc ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Donc nous sommes chargés d'une mission d'animation sur ce territoire du site de la Villette, mais plus largement avec la ville de Paris, sur l'ensemble du territoire Villette-Rosa Parks, qui est un grand territoire du nord-est parisien, qui regroupe environ 100 000 habitants. Comment en fait mener cette démarche de transition écologique en mutualisant l'ensemble des synergies, finalement ce qu'on appelle, je reviendrai certainement tout à l'heure, sur notre territoire. Très bien, merci. Nous allons monter un petit peu plus au nord en allant vers la ville de Lille où une direction spécifique a été créée pour la culture durable. Donc là aussi on est sur des enjeux transversaux exactement comme on l'est sur le 19e où les enjeux ne sont pas uniquement patrimoniaux et écologiques. Et vous avez été créé suite à l'Eurocities qui a réuni 45 villes il y a quelques temps et le call to action de Madame la maire, Madame Aubry. Oui, alors la création de la mission culture durable que je dirige au sein c'est important de le préciser, au sein du pôle culture et relations internationales de la ville, c'est créé en octobre 2021. Et en effet, on a eu cette chance d'accueillir le forum Eurocities dédié à cette thématique de la culture durable en septembre 2022. Voilà. Donc cette mission, elle s'est créée. Bon, il y avait déjà un gros travail au niveau de la ville de Lille autour des questions de développement durable avec la signature de l'agenda 21, l'agenda 21 de la culture, etc. Entre-temps sont arrivées ces questions liées à la transition écologique dont la ville s'est emparée très très fortement de manière très offensive avec un budget climat, avec des plans climat, avec des délibérations sur l'économie circulaire, etc. Et donc on a ressenti cette nécessité de créer au sein du pôle culture une direction qui accompagne les autres directions. Donc il y a 13 directions à la ville de Lille, dans le pôle culture de la ville de Lille, donc qui accompagne ces directions dans cette transition écologique, mais aussi, et donc je pense qu'on se rejoint sur ce plateau, sans perdre de vue la dimension sociale et inclusive aussi que peut comporter la culture, c'est-à-dire vraiment avancer dans les deux champs en même temps. Voilà. Eurocities est arrivé donc en septembre 2022 et c'est vrai que ça a été un moment important parce que c'est une sorte de point de lancement par rapport donc à ce call to action, donc un appel qui a été lancé par notre maire Martine Aubry en direction des villes d'Europe. Donc il y avait, je m'étais un peu trompé sur les chiffres, il y avait 140 participants, 55 villes, voilà. Et le réseau Eurocities, c'est un réseau européen qui regroupe 150 villes, 38 pays et qui travaille autour justement de l'échange de bonnes pratiques et du lobbying aussi au niveau européen.
Donc là, l'idée, c'était donc 16 priorités qui ont été proposées, qui sont encore en train d'être travaillées, parce que donc il y a 24 villes qui nous ont rejoints à l'échelle européenne, et on est encore dans un document de travail, parce que les autres villes peuvent aussi amender le document, et il sera signé à Bruxelles en juin. Lors d'un forum, c'est intéressant aussi, qui ne sera pas un forum culture, ils ont un forum culture par an, mais qui sera un forum environnement et santé. Donc ça fait un lien aussi par rapport à cette notion de culture durable. Tout à fait. Donc on voit là qu'on a quatre exemples assez différents en matière de gouvernance, puisqu'on a le milieu associatif, le milieu plutôt de la régie directe via la ville, un muséum national et là un collectif, donc quelque chose de plus informel. Comment est-ce que, en tant qu'association, Olivier, vous vous positionnez face à l'appropriation en interne sur les 4 établissements publics que vous pouvez réunir de ces enjeux écologiques? Quelle est votre plus-value, si j'ose dire, sur la question du développement durable? Alors, déjà, la plus-value va concerner l'implication des établissements et l'hétérogénéité finalement de leur implication sur ces questions. Là, à la Villette, nous sommes dans un projet ambitieux qui va prendre plusieurs années, qu'on a appelé la Villette zéro déchet. Bon, voilà, c'est ambitieux, peut-être inatteignable, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'ambition qu'on se donne, en sachant que c'est un site qui produit plusieurs centaines, voire plus, de centaines de tonnes de déchets par an, de façon très conséquente, à la fois par les usagers et par les établissements eux-mêmes. On a démarré là très récemment un diagnostic flux matière, ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais diagnostic flux matière de l'ensemble des établissements pour essayer d'identifier tous les flux de matière dans chacun des établissements culturels. On observe une intégration très hétérogène en fait de ces questions en fonction des moyens qui y sont consacrés. Je prends l'exemple de la Cité des Sciences, a déjà engagé des démarches en interne de façon très forte. D'ailleurs, il y a des représentants de la Cité qui sont présents dans la salle. Mais sur le site, c'est environ 3500 salariés qui y travaillent et il y a il y a 2 équivalents temps plein qui travaillent sur ces sujets. Donc vous imaginez 2 équivalents temps plein sur 3500 salariés, c'est très très faible. Aujourd'hui, pour moi, le premier levier à actionner, c'est les moyens humains qu'on met à disposition des établissements publics. Alors pour des questions politiques, pour des questions de priorité, enfin il y a des tas de sujets, mais c'est largement insuffisant. Par ailleurs, ces moyens humains sont souvent affectés aux services généraux, la direction des moyens techniques, des établissements culturels. Or, il faudrait que ce soit associé à la direction générale, pour que ce soit structurel en fait à l'ensemble des établissements. Alors nous, ce que l'on peut apporter en tant qu'association et acteur de l'économie sociale et solidaire, c'est déjà des actions très opérationnelles sur les questions de transition écologique. Je vais donner 2-3 exemples très simples, mais qui ne sont pas forcément évidents pour les établissements. Par exemple, sur l'économie de la fonctionnalité, ce qu'on essaie de faire, c'est de prolonger la durée de vie des objets. Changer de paradigme sur la durée de vie des objets, notamment dans les espaces muséographiques. Et pour pouvoir prolonger ou réutiliser, réemployer des objets d'une exposition sur une autre, il faut savoir ce que l'on possède comme objet. Et c'est déjà un premier écueil très important, c'est de réaliser des inventaires réguliers, récurrents dans les établissements culturels. Souvent, ce n'est pas fait, même s'il y a des obligations réglementaires, pour des questions de moyens, pour des questions de temps. Donc nous avons développé une solution avec des salariés en insertion que nous formons, un éditeur de logiciels pour pouvoir réaliser des inventaires que nous réalisons actuellement dans 2 établissements culturels pour s'apercevoir qu'il y a des projecteurs qui sont là depuis 20 ans dans certains lieux des établissements culturels et que peut-être il faudrait les réemployer d'une façon ou d'une autre, ou de faire une opération de don. Une opération de don, il faut identifier la matière ou le matériau et pouvoir lever des freins juridiques, économiques, techniques sur ces opérations de don. Deuxième exemple que l'on peut donner, c'est celui qu'on vient de réaliser avec le Centre Pompidou, puisqu'on travaille aussi en collaboration avec d'autres établissements culturels. À Pompidou, il y avait 200 ordinateurs qui traînaient dans un coin, dans la direction informatique, qui n'étaient pas donnés. Il y avait des opérations donc qui étaient proposées, mais les disques durs n'étaient pas effacés. Les ordinateurs, c'est du mobilier public, c'est des ordinateurs publics, et donc nous avons proposé une prestation là aussi en formant des salariés en insertion. L'association a cette souplesse en fait d'être très réactive très vite et de former des personnels. Nous avons monté un partenariat avec un éditeur de logiciels et nous avons effacé 200 ordinateurs que nous avons donnés aux associations locales du territoire autour de Pompidou. Autre exemple, pour le Zénith par exemple, pour sortir du plastique à usage unique, nous venons de créer une chaîne de nettoyage de contenants réutilisables sur le site de la Villette. Donc on peut laver environ entre 15 et 20 000 contenants par jour. Donc c'est un très gros site local
Et pour nous, l'emploi local est très important. Il faut réinternaliser ces activités sur site, donc avec tout un service de cyclo-logistique. Et aujourd'hui, nous l'avons pour l'événementiel, les contenants, les éco-cups que vous connaissez, ou les contenants sur le site. Donc pour nous, en fait, l'expertise qu'on essaie d'amener sur ces sujets passe d'abord par des solutions très opérationnelles. Ensuite, ce que nous mettons en place avec les établissements, qui aujourd'hui n'ont pas d'impact concret tout de suite, mais qui vont en avoir, c'est de mettre en place des groupes de travail. Nous avons un rôle d'animation sur le territoire et on travaille beaucoup avec la ville de Paris aussi cette question, puisque nous voulons créer un quartier d'économie circulaire sur le site Villette. Donc sur les filières bois, filière BTP, filière biens culturels, parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques, juridiques, économiques, et donc ces groupes de travail permettent d'infuser finalement et de prévoir et décliner de nouvelles actions opérationnelles que nous, notre association, pourra mettre en place et mutualiser finalement avec l'ensemble des établissements culturels. Merci. Effectivement, cette mutualisation, je me tourne vers vous Aurélie, quelque chose que je trouve très intéressant dans la Colline des Arts, c'est qu'elle réunit des institutions extraites de milieux culturels différents. On a des théâtres, on a des musées qui ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble jusqu'à présent. Quel avantage vous tirez, vous, aujourd'hui, de cette diversité d'approche de la question du développement durable selon la diversité de vos établissements ? On se rend compte qu'on est tous des établissements qui accueillent du public avec des problématiques communes. Et oui, même si d'un côté on fait des expositions et de l'autre du spectacle vivant, si on prend l'exemple du Musée de l'Homme et du Théâtre National de Chaillot, finalement on partage quand même beaucoup de choses. Et très concrètement, on arrive à mettre en place des solutions. Là, je vous donne un exemple vraiment très basique. Nous, on organise de temps en temps dans l'atrium du musée des spectacles. Eh bien, il faut faire asseoir les gens. Et les chaises qu'on utilise dans ces cas-là sont les chaises prêtées par le théâtre de Chaillot. C'est-à-dire qu'on a une convention entre nous qui nous permet, en fait, tout simplement, de pouvoir bénéficier de ça. Et ça peut paraître anodin, ça peut paraître très basique, finalement, comme manière de procéder, mais finalement, ça se faisait pas tant que ça avant. Ça implique plusieurs choses. Ça implique qu'on se parle, ça implique qu'on anticipe. Ça tient beaucoup en fait au rapport qu'on a les uns avec les autres. Et pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, la question humaine, RH, de qu'est-ce qu'on fait derrière, il faut de l'humain derrière tout ça pour arriver à le mettre en place, une réalité. Et puis il faut un cadre juridique, il faut savoir aussi comment on fait ça. C'est pas si simple parce que nos institutions sont souvent assez figées, elles sont lourdes, avec une administration complexe. Et c'est vrai que c'est pas facile de parfois mettre en place certains de ces dispositifs, même si on a tous envie. Bah voilà, ça demande un peu de temps, un peu de personnes qui s'y penchent. Mais on y arrive. Et on y arrive d'autant plus quand on travaille sur du long terme, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que en échangeant régulièrement avec d'autres collègues, d'autres institutions, on se rend compte finalement des besoins, des problématiques. Et une fois qu'elles sont identifiées, on peut trouver des solutions en commun. Mais avant de trouver des solutions et avant même de les mettre en œuvre, il faut qu'on arrive à se parler. Et je pense que le grand progrès, et on le voit vraiment depuis quelques années, c'est qu'il y a quand même ce décloisonnement entre institutions qui est relativement récent malgré tout. Et ça y est, on arrive enfin à travailler ensemble. Et sur des sujets comme ça, on voit bien que ça passe vraiment par des volontés personnelles et par l'engagement de certaines personnes qui vont initier finalement ce dialogue, qui vont initier aussi ces démarches-là. Mais il faut le porter au quotidien et il faut aussi, je pense, avoir le soutien à la fois des institutions, mais au-delà de ça, de nos tutelles. Les ressources, elles sont importantes, les budgets afférents, ils sont importants, parce que tout ça, ça coûte de l'argent aussi. Voilà, la transition écologique et sociale, oui, ça coûte de l'argent à mettre en place et il faut prendre ça aussi en compte quand on travaille là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore parfois un peu compliqué d'arriver à avancer sur ces sujets-là. Tout à fait. On parlera justement de la question des budgets pour conclure. Sur cette transversalité, Olivier, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez qu'elle était essentielle, pour ne pas dire indispensable, et que la culture n'était rien toute seule, mais que tout ça se faisait aussi sur un temps très long, et que finalement, aujourd'hui, ce que vous arrivez à mettre en place est issu de Lille 2004, donc on fait quand même un bond de 22 ans en arrière, et que vous étiez
sur une capacité à travailler, de mettre en confiance sur un temps très long pour pouvoir aujourd'hui mettre en place des solutions avec des acteurs extrêmement différents. Vous m'entendez ? Oui. Donc on est en effet il y a différentes échelles et différentes temporalités. C'est vrai que l'île 2004, ce que je disais, c'est que peut-être contrairement à Paris, où c'est plus récent, on avait cette tradition de travailler ensemble, puisque cette capitale culturelle qui a eu lieu en 2004 nous a amené de toute façon à bosser entre structures, à collaborer. Et il y a une certaine aisance dans justement le prêt de matériel se fait spontanément, quand c'est possible, hein, mais il y a une certaine fluidité. Par contre, c'est sur maintenant cette dimension de transition écologique qui est plus récente, qu'il y a différentes transversalités qui sont nécessaires. Donc déjà, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure que la mission culture durable accompagne les autres directions de la culture, mais aussi les opérateurs. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé, les opérateurs culturels lillois qui sont nombreux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a comme vous le disiez aussi, des gens qui sont plus ou moins avancés dans la démarche, et que ça permet un partage de connaissances, un partage de pratiques qui est essentiel. Au niveau des directions, par exemple le Palais des Beaux-Arts, qui est le musée de Lille, a déjà extrêmement avancé dans certaines questions, notamment les questions de l'éco-conception des expositions. Là, dans une semaine, il propose une masterclass sur 2 jours un workshop sur 2 jours autour de la question de l'inclusivité dans les musées et tout ce qui a trait aussi ça va jusqu'à la santé. C'est très intéressant. Et après, d'autres directions s'y mettent juste actuellement, et il en va de même pour les opérateurs culturels. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire circuler la connaissance, en gros, de la mettre en commun. Et alors, ça passe. Pour les directions de la culture, on a donc, suite au call to action, un plan d'action qui est défini. Donc on est en train là de commencer à mettre en œuvre. Pour les opérateurs, on avait lancé une grande auto-évaluation, parce qu'en effet, avant de faire quoi que ce soit, il faut voir d'où on part. C'est une forme d'état des lieux, comme ce recensement dont vous parliez. Pour permettre aussi de calibrer après nos accompagnements, et de faire sur les sujets où ceux sont un peu leaders, les faire partager avec ceux qui ont plus de problèmes, et inversement. Voilà. Et après, il y a une autre transversalité qui est plus complexe, celle-là, mais c'est ce que je disais quand je disais que la culture, tout seul, on n'est rien. C'était de dire qu'on a évidemment les artistes, et le monde culturel est prescripteur, parce qu'on est aussi inscrit dans de nombreuses filières, le transport, le numérique, le bâtiment, le tourisme, qui sont des secteurs qu'on peut dire polluants, ou en tout cas sur lesquels on s'interroge beaucoup. Et c'est vrai que nous, on est au cœur de tout ça. Donc il y a tout un travail qui est à faire aussi, en tout cas au niveau de la ville, avec les autres directions, les gens qui s'occupent des bâtiments et de l'énergie. Et ça, c'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est un apprentissage qu'on est en train de découvrir en commun. Et voilà, c'est peut-être aussi la limite, c'est la question des leviers. C'est-à-dire qu'au niveau de la culture, on n'en a pas tant que ça. Tout à fait. On voit à travers vos différentes prises de parole les différentes vertus que peut avoir la mise en réseau, l'effet d'entraînement, la mutualisation des faits. Rudy, je me tourne vers vous. Je voulais vous demander aussi, on voit comment parfois la question du développement durable, la mise en place d'une économie circulaire, la mise en place de billets couplés, des différentes réflexions qu'il peut avoir, sont parfois confrontées et freinées par des enjeux juridiques, que ce soit la question de la RGPD, la question de marché public, la question diverses, où tout d'un coup notre droit n'est pas toujours adapté. Est-ce que des structures comme la vôtre, collectifs, de pouvoir mettre en commun, faire des retours d'expérience sur certains freins que vous pouvez rencontrer au quotidien, vous aident à être plus fort face aux décideurs politiques et à porter ensemble un état des lieux sur une difficulté que vous rencontrez tous par-delà votre structure singulière, mais sur le collectif en général? Alors oui, vous évoquez du coup plutôt le rôle de plaidoyer qu'on est amené à faire, qu'on a notamment été amené à faire sur un sujet qui n'est pas en lien avec le développement durable. C'était sur la circulaire Collomb qui impose au festival de payer le déploiement des forces de l'ordre. Donc on a également porté un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour ce sujet-là.
En ce qui concerne le développement durable, sinon, on est un peu plus dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'ensemble des thématiques liées à la transition écologique et sociale. Ça va de l'énergie, en passant par la mobilité des publics, jusqu'à la gestion, la réduction des déchets, etc., etc. Et dans notre façon de travailler, il y a à la fois l'accompagnement individuel des festivals, sur lesquels on va vraiment être en lien avec eux au quotidien, sur l'ensemble des temporalités qui les concernent, c'est-à-dire sur la préparation, mais aussi pendant l'exploitation, le démontage du festival. Donc notre premier rôle, c'est déjà de comprendre leurs problématiques, de connaître leur contexte, pour ensuite être force de proposition et essayer de les aider à muscler leur stratégie de développement durable. Donc on va travailler sur l'ensemble des thématiques, et ça, ce que j'ai peut-être pas dit, en tout cas je le rappelle, c'est que notre association est régionale et nos festivals sont bretons. Donc il y a cette première échelle où on va travailler individuellement avec les festivals, et on va également les mettre en réseau, c'est le cœur de notre projet associatif. Et du coup, au sein de ce réseau, on offre des temps de rencontres et aussi un espace pour l'échange. Et du coup, effectivement, ils vont beaucoup échanger entre eux sur certaines problématiques, mettre en commun des ressources qu'ils peuvent trouver, ou alors faire part de retours d'expérience. Et ça, c'est extrêmement précieux. Moi, ce que je remarque dans mon rôle d'accompagnement, c'est le levier le plus efficace que je peux employer pour essayer de tirer vers le haut et de pousser un festival sur sa démarche de développement durable, c'est parler de ce que fait notre festival. Ça, c'est le meilleur levier. Et même aller un petit peu plus loin, inviter ce festival-là sur des temps de rencontres qu'on peut avoir en interne lors d'une assemblée générale, ou alors de temps qu'on organise comme des ateliers thématiques. Inviter des festivals pour qu'ils amènent leurs témoignages. Et ça, c'est extrêmement précieux, extrêmement puissant, puisque du coup, pendant ce temps-là, le festival qui n'a pas encore mis en place cette action peut s'identifier, voir que c'est possible déjà, ça c'est la première chose, poser des questions et un petit peu aller plus loin sur cette thématique. Et donc ça, c'est du coup l'échelle plutôt régionale. Et ensuite, on travaille également à d'autres échelles. Ça peut être par filière, par exemple, ou alors multifilière, mais plutôt à l'échelle nationale. Je peux parler par exemple d'un projet national qu'on a porté au sein d'un réseau qui s'appelle R2D2, qui est un réseau officieux qui rassemble toutes les structures régionales d'accompagnement des festivals à la transition écologique. Donc en gros, un petit peu toutes les structures comme la nôtre qui portent ce sujet de transition écologique auprès des festivals en région. Et ce travail, ça a été de créer une version française d'un dispositif anglais qui s'appelle Drastic on Plastic, et qui a pour but d'éradiquer les plastiques, l'usage de plastique à usage unique dans les festivals. Donc ce projet, on l'a transposé en France en le portant nationalement avec tous nos partenaires en région. On est 9 partenaires, 9 structures régionales d'accompagnement. Et du coup, on a pu rassembler à l'échelle nationale plus d'une centaine de festivals pour travailler ensemble pendant 3 ans spécifiquement sur cette question de la réduction des plastiques à usage unique, et avec toute la richesse qu'un projet national peut apporter, des webinaires thématiques où du coup on avait tout un tas de festivals d'esthétiques différentes, mais voilà, qui étaient réunis pour parler de problématiques très spécifiques liées au plastique. Par exemple, comment apporter de l'eau au public sans passer par le plastique, comment pouvoir maintenir un niveau de prestation technique sans passer par le plastique, avec tous les plastiques à usage unique qui sont utilisés en technique par exemple. Donc ça nous permet d'aller plus loin et de croiser les regards à l'échelle nationale ou régionale en fonction. Mais surtout voilà, de croiser les regards et de s'auto-alimenter de différents témoignages, retours d'expérience. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la richesse d'un réseau comme le nôtre. Tout à fait. Vous parlez de changement d'échelle de vos actions et de comment finalement on partait du local pour aller vers du régional et parfois du national, voire de l'international si on va même de votre côté. Je remarque juste au passage que nous sommes là sur des réseaux plus ou moins informels, et en tout cas à aucun moment il n'est question de la tutelle, aussi différente soit-elle selon les acteurs, qui vient pour mettre en musique finalement ces réseaux, ces partages d'expériences, ces effets d'entraînement, et que finalement l'initiative est avant tout locale d'après vos expériences. Vous parlez de libération de la parole, Rudy, et je me tourne vers vous, Aurélie. Dans quelle mesure la mise en réseau permet aussi entre institutions de faire un retour d'expérience? Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des réunions? Est-ce que vous arrivez plus facilement à parler aussi
des échecs ou semi-échecs, ou en tout cas des freins, des difficultés que vous pouvez avoir? On sait que c'est quelque chose d'assez difficile en France, de la peur du jugement. Est-ce que ces réseaux-là, face à un domaine qui est le développement durable sur lequel on expérimente encore beaucoup et on a besoin de cette expérimentation, est-ce que la parole est plus libre sur ces réseaux-là? Oui, parce qu'on tâtonne tous finalement aussi dans la mise en œuvre de ces sujets. Le retour d'expérience, il est essentiel et je pense que c'est ça qui fait avancer aujourd'hui les choses. Et oui, il y a du positif et parfois quand ça marche pas, il faut mieux le dire aux collègues aussi pour pas que eux aussi tentent l'expérience. Et oui, moi je suis assez surprise, j'ai l'impression quand même que il y a cette honnêteté en tout cas dans les échanges aujourd'hui pour dire ça, allez-y, c'est génial, ça fonctionne, et puis alors ça par contre à l'inverse c'est compliqué pour telle ou telle raison. Après, ça dépend beaucoup du cadre. Mais oui, en tout cas, on a vraiment aujourd'hui un échange plus libre. Et concrètement, pour revenir au début de votre question, nous, ça s'organise par des réunions. C'est-à-dire qu'on a des réunions régulières. Alors, on parlait des deux de réseaux différents, puisque à l'échelle de la Colline des Arts, c'est des réunions qui sont à peu près tous les 2-3 mois. Les institutions du Palais de Chaillot, j'ai envie de dire, on se parle toutes les semaines. Voilà. Alors pas que sur des sujets transition écologique et sociale, mais c'est en tout cas un dialogue permanent. Et s'il y a un sujet qui sort, on n'a pas besoin d'attendre une réunion pour s'en parler. Et puis au sein du muséum, notamment donc à l'échelle de ce fameux pôle musée, où on partage beaucoup sur ces questions-là, et bien là, c'est des réunions mensuelles aussi, où on va mettre sur la table ces sujets et ensuite mettre en place des groupes de travail dédiés en fonction des sujets, avec les bonnes personnes, aussi bien dans l'opérationnel que pour avoir aussi parfois une vision un peu plus transversale et un peu plus stratégique de comment on veut avancer sur ces sujets, et donc des groupes de travail spécifiques qui vont être mis en place en fonction des sujets, avec des réunions régulières. Donc tout ça, ça prend du temps, encore une fois, dans une charge de travail qui est souvent importante, et ça se rajoute finalement aussi. Donc il faut pouvoir l'intégrer, il faut que les équipes soient en capacité aussi de prendre ça en charge dans leur quotidien. C'est pas toujours évident, c'est important de le dire, parce que finalement là on a tous l'air de dire mais c'est facile, on fait ça, ça marche, c'est super, mais en fait non, c'est pas si simple que ça. Et cette prise de conscience collective, encore une fois, aussi bien des tutelles, mais de chaque personne travaillant finalement dans nos institutions respectives, c'est tout aussi important. Et chacun doit se sentir investi par ça pour finalement arriver à le mettre en œuvre au quotidien, parce que c'est ça qui compte. Voilà, donc ça demande aussi un temps à dédier à ce travail-là, oui, très clairement. Complètement. Avant de passer aux questions, je vais vous passer à chacun le micro pour un petit mot de conclusion. Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu quels sont peut-être les deux grands enjeux que vous voyez aujourd'hui à l'échelle de votre réseau à relever à court, à moyen terme, y compris l'enjeu budgétaire. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le financement derrière, en investissement ou en fonctionnement, est supportable et suffisant pour mener à bien l'objectif qui est le vôtre? Alors, on allons le faire dans le bon sens. Peut-être Olivier, je vous en prie, commencez. Donc à notre niveau, maintenant l'enjeu c'est vraiment justement la mise en œuvre du plan d'action. Et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est, dans un premier temps ça peut être perçu comme une charge supplémentaire de travail pour les gens. Et donc il y a une forme de résistance. Non pas qu'ils adhèrent pas aux idées, tout le monde a envie de faire bien, mais c'est vrai que c'est une commande de plus, on va dire. Et puis tout ce côté aussi reporting, où de plus en plus dans notre société tout est reporting, tout voilà. Et donc l'enjeu là, il est justement dans cette bascule pour essayer d'emmener tout le monde dans l'aventure. Et en effet, évidemment, les directions doivent porter
impulser, mais on voit bien, et tout le monde le dit dans les réseaux, que c'est aussi sur le terrain, les idées elles viennent du terrain. Donc c'est en même temps pouvoir recenser, voir déjà ce qui se fait, parce qu'il y a beaucoup de choses finalement, chacun dans son coin fait plein de petites choses, le partager, et puis et après il y a une échelle qui est plus au niveau des opérateurs, où en effet c'est vrai que le premier réflexe, parce qu'il y a certaines mesures qui coûtent cher à mettre en œuvre, en même temps en ce moment on se rend compte avec la crise énergétique que de toute façon si on n'agit pas ça va nous rattraper bien plus vite qu'on ne le croit. Donc, mais c'est vrai qu'au niveau des opérateurs il y a au départ ce réflexe un peu de dire bah, vous avez de l'argent pour d'accord, on veut bien le faire, mais vous avez voilà, et donc ça, en effet on n'est pas forcément les budgets sont contraints, sont même voilà, avec tout ce qui se passe au niveau énergétique, c'est compliqué pour les collectivités territoriales et pour tout le monde, et donc c'est vrai que je vous rejoins sur le fait que c'est ce qui nous reste finalement de mieux, c'est l'échange de bonnes pratiques et cette dynamique collective, voilà. Après, donc pour répondre aux enjeux, c'est vrai que maintenant on en est vraiment au niveau local, on a 51 mesures qui ont été validées, qui sont prioritaires, donc c'est comment on les met en œuvre. Donc on a réparti, chaque direction s'empare de pilotage de certaines mesures. Nous, au niveau de la mission culture durable, on n'est pas pilote sur le côté boîte à outils, voilà. Mais on n'est pas pilote, c'est les directions qui pilotent les actions. Et après, au niveau européen, c'est en train de se finaliser aussi avec les différentes villes qui nous rejoignent. Merci. Olivier Flamand, en 2 mots, pour vous, quels sont les 2 grands enjeux du moment à relever, et est-ce que la question budgétaire est au rendez-vous ? Oui, alors les 2 grands enjeux, je ne sais pas être caricatural, mais d'abord l'urgence. L'urgence est massif en fait. Aujourd'hui, certains minerais en fait dans le monde sont épuisés à plus de 90% en fait. On ne se rend pas compte, hein, mais il y a vraiment une urgence très très forte à changer complètement de paradigme. Alors voilà, ça il faut supprimer. Voilà, ça il faut supprimer. Il y a du plastique là-dedans, hein, c'est pas du tout écologique ça. Les goodies à l'entrée des forums, il faut supprimer. Les produits dérivés dans les établissements culturels, réfléchissez-y, hein, parce que c'est aussi de la production carbonée très très importante. Donc voilà, réfléchissez à tout ça, il faut changer complètement de paradigme et de façon massive. Voilà, par exemple, je me bats là, en ce moment sur la question de ce qu'on appelle les éco-cups, donc des contenants réutilisables, où chacun veut customiser avec son petit logo de son établissement culturel. Non, arrêtez en fait, arrêtez ça, on prend un gobelet neutre, réutilisable et on le partage entre établissements culturels ou entre lieux événementiels. Voilà, tous ces gestes-là, il faut cesser maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà, on est dans un autre monde et ça doit être fait de façon massive et structurelle. Le deuxième enjeu pour moi, il est social, c'est que les transitions écologiques ne se pensent qu'avec la société, qu'avec le territoire, qu'avec l'emploi local. On peut créer de l'emploi, on peut créer de la croissance qui est de la croissance sociale en fait. Arrêtons, alors chacun, on nous bassine les politiques avec la décroissance, attention la décroissance, ça va être à moins 10 ans en fait pour la vie des citoyens, mais non en fait la décroissance peut être du mieux 10 ans social et écologique. Et croyons à ça, en fait on peut mesurer les choses en termes de croissance autrement que sur la croissance économique, la croissance peut être sociale pour tout le monde, donc nous on se bat pour créer de l'emploi sur ces questions et c'est possible. Et du coup il faut des budgets, des moyens, mais je rappelle quand même qu'investir de façon massive sur ces questions, c'est finalement gagner de l'argent. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape, hein, heureusement, sur les énergies. Donc là, on a un effet levier qui peut être intéressant. Par exemple, moi, j'essaye de mutualiser des ressources énergétiques entre différents établissements culturels. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Il y a 6 mois, on me disait c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, quand les factures augmentent, on se dit peut-être on pourrait mutualiser des marchés publics, des sources d'énergie, des éléments. Donc voilà, c'est dommage et dramatique que l'histoire nous rattrape de ce point de vue, mais en tout cas, il faut bien se rendre compte qu'investir de façon massive et changer de paradigme, c'est gagner l'avenir en fait. Et c'est finalement aussi faire des gains économiques pour les établissements culturels. Merci pour ce beau plaidoyer, très efficace. Aurélie, vous parlez tout à l'heure de la difficulté des budgets aussi, que c'est pas forcément, on n'était pas allé dans la prise en compte financière aussi des besoins pour changer de paradigme justement. Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et puis, à un moment donné, on sait très bien que si on veut être plus efficace, on est tous dans des bâtiments qui ne sont pas toujours optimum non plus, en cette crise énergétique. Et donc, l'investissement, les budgets dont on a besoin pour
faire des travaux utiles sur le long terme. Je pense qu'en fait, il y a deux types d'actions. Il y a des actions sur le long terme qui passent notamment par le patrimoine mobilier et c'est indispensable. Ça commence, mais ça reste encore un travail long et coûteux. C'est pour ça que la question des budgets, elle est centrale, parce qu'on ne peut pas faire ça sans argent, mais c'est un investissement sur le long terme. Et puis, à une échelle plus... plus événementiel et à plus court terme, c'est tous les événements qu'on crée tous dans nos métiers et avec les institutions dans lesquelles on est, comment on peut faire au mieux finalement aussi pour prendre en compte cette dimension-là. Et là, j'ai envie de dire, c'est encore plus facile, ça coûte généralement beaucoup moins cher aussi, clairement. C'est pas les mêmes budgets. Et je vois aujourd'hui, nous, on arrive à réemployer quasiment 70 à 80% de nos scénographies d'exposition temporaire. Mais c'est un travail, encore une fois, ça ne se fait pas tout seul et ça coûte de l'argent. Donc ce travail à plus court terme sur tout l'événementiel qu'on produit, il faut vraiment maintenant le prendre en compte. C'est plus une option en fait, ça doit être indispensable pour l'ensemble des institutions culturelles. Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, je pense, aujourd'hui. Oui, et votre parole est très importante parce qu'on entend trop souvent que finalement l'économie environnementale va avec une économie financière et qu'il irait dans une logique de décroissance et que finalement être vertueux environnementalement parlant serait être aussi vertueux économiquement, ce qui au départ n'est pas toujours le cas. On a aussi parfois besoin d'une mise d'investissement de départ. Rudy, je vous laisse conclure sur vos deux enjeux que vous voyez de votre côté. Oui, alors nous, l'enjeu, c'est comment passer à la vitesse supérieure, comment faire en sorte que ce qui a déjà été fait par certains festivals précurseurs sur des sujets comme la décarbonation, comme la préservation des ressources, comme l'ancrage territorial, comment ce travail-là peut devenir la nouvelle norme et comment faire en sorte que certaines bases, certains b.a.-ba deviennent justement la norme, comme vous l'avez dit. Avec un enjeu aussi de faire en sorte que ce soit un mouvement collectif, que tout le monde s'y mette et qu'on intègre et qu'on fasse ce travail-là avec toutes les parties prenantes, les publics, les artistes, les orgas et que surtout on maintienne une certaine ambition sur les sujets qui sont les plus urgents, notamment, mais pas exclusivement, celui du réchauffement climatique. Merci beaucoup Rudy. On va passer aux questions. Est-ce que dans la salle, vous auriez des questions à poser à nos 4 participants ? Bonjour et merci à tous. J'avais une question qui s'adressait un peu plus au niveau du collectif des festivals. Il y a le Festival d'Aix-en-Provence qui avait établi un descriptif assez détaillé de ce qui pouvait être fait en termes de développement durable et qui a pas mal rayonné. Est-ce que vous travaillez déjà avec eux ? Est-ce que vous êtes inspiré de ce qu'ils ont fait ou est-ce que vous êtes aussi vous-même en train d'inspirer d'autres personnes via vos créations ? Alors oui, on travaille indirectement avec eux puisqu'ils font partie du COFIS, le collectif des festivals engagés en région PACA. Et d'ailleurs, la personne qui est la coordinatrice du COFIS a travaillé au Festival d'Aix avant et a fait le bilan carbone du Festival d'Aix. Donc on est en lien avec eux de façon indirecte, on est surtout en lien avec le COFIS. Mais du coup, quand je parlais justement de ce réseau national, de structures régionales, ça en est un bon exemple. Comment des initiatives locales peuvent justement pouvoir être inspirantes au niveau national à travers les collaborations qu'on peut faire entre réseaux. Avez-vous d'autres questions ? Non, ça ira. Écoutez, merci beaucoup. Et je vous remercie surtout chacun de vous 4 de vous être déplacés et venus jusqu'ici pour ces belles paroles inspirantes. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans la sensibilisation au développement durable et dans le développement de vos réseaux.